Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 59e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, on parle notamment d'un commentaire de hater que j'ai reçu et qui met en lumière quelque chose d'absolument essentiel pour moi. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes personne pour écrire un livre. Vous avez cette légitimité. Bref, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une joyeuse écoute et je vous dis à très très vite. Moi, c'est Sam, Ibellion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Coucou les amis, coucou. Épisode canapé, une nouvelle fois. Et comme vous pouvez le voir en plus, j'ai mis là mon pull de cocooning. Donc là, je suis vraiment en détente. Pourquoi? Parce qu'on est un jeudi, que j'ai eu un début de semaine, genre giga intense, mais je dis un début de semaine, mais en fait à partir de vendredi dernier. Donc en fait, j'ai fait une espèce de semaine, et là, c'est comme si j'arrivais un samedi, quoi. Et je suis un peu fatigué. J'ai besoin de ralentir. Mais tout ça a été évidemment extrêmement positif. J'en parlerai un petit peu évidemment. Et en plus de ça, deuxième raison, il fait super moche dehors. C'est vraiment le genre de temps, tu n'as pas envie de sortir de chez toi. Tu n'as qu'une seule chose en tête, c'est de te poser, d'allumer la télé, de boire du thé, qui est juste là d'ailleurs, et basta, comme on dit en Corse, hein. Mm. Voilà, voilà, voilà. Mais cela étant dit, ça n'empêche pas de parler d'écriture quand même. Et quoi de mieux que d'être un petit peu affalé dans un canapé dans son pull cocooning pour parler d'écriture. Je disais donc que cette semaine avait été très chargée. Alors à plusieurs égards. Le premier, c'est que, évidemment, pour construire l'accompagnement Ose écrire, je suis moi-même accompagné. Je suis le premier consommateur de ce que je prône. C'est pour ça que je suis aussi convaincu que ça marche quand on a envie d'aller au bout et quand on est prêt à mettre les efforts pour aller au bout. Évidemment, comme tout accompagnement, formation, coaching, il y a toujours une co-responsabilité entre la personne qui suit et la personne qui euh, forme, je dirais. Et donc, dans cet accompagnement euh, que j'ai moi-même pour construire toujours plus et toujours mieux construire Ose écrire, aujourd'hui, début de semaine, on s'est retrouvés ensemble pour échanger sur nos, nos accompagnements respectifs. Donc j'étais avec des gens qui, par exemple, aidaient les gens en post-burnout, d'autres qui aidaient à la reprise de confiance en soi dans le domaine professionnel, d'autres qui étaient plus dans réussir à apaiser son rapport aux relations. Donc vous voyez des domaines très différents, mais toujours orientés autour de l'accompagnement, sur plusieurs mois, avec des process et des méthodes personnelles. Et donc évidemment, c'est extrêmement inspirant. Et surtout, ça remet énormément les idées en place. Il y a plein de choses qu'on fait très bien, et il y a plein de choses qu'on peut mieux faire. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Et chaque micro-détail qu'on améliore dans son organisation fait qu'on débloque du temps, et ce temps nous permet de proposer un accompagnement toujours de meilleure qualité. Et là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti sur ce début de semaine. On a mis plein de choses en place qui permet de dire, OK, là, j'ai dégagé du temps parce que mon organisation est meilleure, parce que je me suis réaligné avec ce que j'ai envie d'atteindre et le temps que j'ai disponible. J'ai donc débloqué du temps et ça me permet d'aller bosser sur des trucs beaucoup plus concrets de OK, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à Ose écrire pour que ce soit encore mieux? Bon, voilà. Plein d'idées sont nées, plein d'idées que j'ai commencé à travailler évidemment. Et c'est ça
qui était extrêmement efficace, c'était de se retrouver entouré et surtout, tout simplement accompagné, d'avoir un feedback sur ce qu'on fait. Ça permet vraiment de se libérer et c'est génial. C'est génial. Donc je suis sorti de là absolument reboosté. Alors j'étais déjà bien motivé, mais alors là c'est encore mieux. Euh, avec de belles visions et de belles perspectives pour oser écrire. Et en fait, la vision n'a pas changé. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que le plus de gens possible puissent écrire leurs livres. Cette vision, c'est clac, encore plus ancrée dans le sol. Et chaque micro détail d'organisation que tu changes permet de l'ancrer encore plus et de la faire grossir. C'est génial. C'est génial. Donc, merci à tous ces gens qui se reconnaîtront s'ils passent par ici. Merci pour tous ces échanges, c'était passionnant. Euh, et si je devais faire un parallèle avec l'écriture, osons demander de l'aide. Quand je dis ça, je vous dis pas à vous qui m'écoutez de venir me voir moi spécifiquement. Chacun trouvera l'aide là où il aura envie de la trouver et là où pour lui ça sera pertinent. Néanmoins, osons demander de l'aide. C'est vraiment comme ça que les choses peuvent prendre une tournure différente, une trajectoire différente, une intensité différente, une réussite différente. Voilà. Quand on est accompagné, quand quelqu'un arrive à nous recadrer, à nous faire changer de point de vue sur ce qu'on peut connaître, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on va chercher ce qu'on a envie profondément d'avoir. Voilà, donc première conclusion de cet épisode d'aujourd'hui, osons demander de l'aide. J'ai aussi reçu un commentaire de hater tout récemment, ce matin. Et ça m'a fait sourire parce que quelque part, on dit toujours dans une posture très marketing et qui d'ailleurs est valable aussi dans le monde du livre. Vous voyez, à chaque fois, je fais des parallèles avec ma vie, mais il y a toujours des leçons à en tirer pour l'écriture. On dit souvent que un message qui ne provoque pas de hater, c'est un message qui manque peut-être de substance ou d'aspérité. Évidemment, on se passerait bien des commentaires de haters, mais ils sont toujours assez touchants, surtout le premier. Là, c'est le premier sur Facebook, je crois. J'avais déjà parlé d'un premier commentaire sur YouTube, mais là, celui-là sur Facebook. Et donc, je vous fais ce partage, pas pour me plaindre parce que le commentaire m'a fait beaucoup plus rire, surtout venant de la personne en question, qui n'est pas un inconnu. Vous verrez pourquoi je dis ça. C'est un commentaire qui m'a fait rire parce que il a touché du doigt quelque chose que je défendrai absolument toute ma vie, à savoir que n'importe qui, connu ou pas connu, peut écrire un livre. Ne laissez pas les gens vous dire que vous n'êtes personne pour écrire un livre. Ces gens-là sont des gens... Donc là, c'est le moment où je vais arrêter de parler parce que sinon je vais devenir peut-être insultant. N'écoutez pas ces gens. Voilà. N'écoutez pas ces gens. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Le commentaire disait, alors après, j'anonymise, mais en soi, le commentaire est trouvable sur Facebook. Donc la personne aussi. Parce qu'il y a ça en plus, la personne assume. Donc le commentaire disait deux choses. Premier point, attaque sur l'identité. Monsieur, non même pas monsieur, quand on parle aux gens, on retire sa casquette, moindre des politesses. Bon, écoute, je ne savais pas qu'en parlant à quelqu'un sur Facebook, il fallait que je retire ma casquette. Grand bien nous fasse, la prochaine fois qu'on se croisera en vrai, je me ferai le plaisir de te loter pour que tu te sentes peut-être respecté, je ne sais pas. Enfin bref. Attaque sur l'identité donc. Monsieur a une casquette, donc n'a pas le droit de parler. Bon, admettons, je ne défendrai pas cette valeur-là. Et deuxième partie, et c'est la première est plus anecdotique quelque part, je peux même l'entendre dans certains contextes en vérité. Par exemple, je sais pas, on va dans un resto important. Évidemment que là,
Peut-être que la moindre des choses, c'est de retirer son couvre-chef au sens large. Euh, je sais pas, tu vas rencontrer tes beaux-parents. Oui, bah là pareil, peut-être elle a la décence de retirer ta casquette. Tu vas à un entretien d'embauche dans un je sais pas où. Bah oui, peut-être là tu peux retirer la casquette, à part si c'est pour être vendeur de casquettes. Vous voyez, tout est contextuel aussi. C'est pour ça que, que, que de dénoncer une généralité comme ça, de tirer une conclusion d'une généralité, ça n'a fondamentalement pas de sens. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention dans ces commentaires négatifs, de toujours réussir à prendre du recul en disant, ok, qu'est-ce qui est critiqué? Est-ce que c'est contextuel ou est-ce que finalement c'est non contextuel? Est-ce que c'est global? Bon, quand c'est global, on est sur des attaques qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Voilà, c'est comme quand vous voulez faire un feedback à quelqu'un, rendez-le toujours conditionnel. Je sais pas, quelqu'un a fait un mauvais, vous êtes prof, quelqu'un a fait un mauvais devoir, vous lui dites le devoir que tu as rendu aujourd'hui, spécifiquement sur cette partie-là, euh, elle n'est pas terrible et je pense que tu aurais pu faire ci, ça aussi pour l'améliorer. Vous voyez, là on est dans du feedback positif, alors du feedback négatif mais qui vise à la construction. Si la personne, je lui dis bon voilà, ton devoir il est nul comme toujours en fait. Bon, ok, aucun contexte et complètement inconditionnel, toujours. Comment la personne voulait qu'elle accueille ce message de manière positive? Ok, elle est peut-être responsable de la manière dont elle l'accueille. Mais bon, quand on a conscience de ces niveaux de conditionnel ou d'inconditionnel, prenons un peu de temps pour faire attention à pas balancer de choses négatives inconditionnelles. By the way, ça marche très bien en commentaire de bêta lecture. Voilà, tout ça là, c'est des conseils qu'on peut appliquer quand on reçoit des commentaires de bêta lecture ou quand on donne des commentaires de bêta lecture. Voilà. Et donc la deuxième partie du message, qui elle m'a pas du tout plu, parce qu'elle touche à une valeur personnelle que j'ai envie de transmettre à travers Ose écrire, qui était quelque chose du genre écrivain de quoi? Point d'interrogation. Inconnu? Point d'exclamation. Bon, plusieurs questions. Moi, je trouve ça dommage de corréler le mot, la lettre, qui je suis, quel métier j'ai envie d'incarner, au fait d'être connu ou pas. Je trouve ça un peu triste. Alors, il y a déjà une première question, quelque part, c'est quelle est la définition de connu? Alors, j'allais pas rentrer dans un débat en commentaire Facebook. J'avais bien senti que c'était pas la vibe du gars en question, tu vois. Mais, si en coaching, j'arrive avec quelqu'un qui me dit justement, mais en fait, moi, je ne peux pas écrire, je suis pas connu, je suis pas écrivain, je suis un inconnu. Bon, bah la première question sur laquelle je le challengerais, le ou la d'ailleurs, ça serait ok, donne-moi ta définition de connu. Et j'entends pas la définition du dictionnaire. La définition sémantique du Larousse ne m'intéresse pas. Celle qui m'intéresse, c'est quelle est ta définition de connu. Là, la personne déroulera. Et ça permettra d'identifier des valeurs. Ça permettra d'identifier des valeurs. Et c'est sur ces valeurs-là qu'on pourra travailler. Des valeurs ou des croyances. Par exemple, là, je sens bien derrière son écrivain de quoi inconnu que la croyance qu'il a derrière, c'est que pour être un écrivain, il faut être reconnu. Malgré que j'arrive à déceler cette croyance, il y a encore plein de choses à travailler autour de ça. Reconnu par qui? Par quoi? Par quel accomplissement? Mesurer comment? Dans quel domaine? Etc. etc. Bon, vu le profil de la personne, j'entends que derrière ce truc de il faut être connu pour être écrivain, il y a un truc de peut-être être passé à la radio, peut-être avoir publié un livre dont on a parlé dans France Inter ou La Grande Librairie, peut-être avoir publié plusieurs romans, peut-être être publié dans une grande maison d'édition. Et là, pareil, grande, c'est définis-moi grande. Bref, je dis tout ça, mais sachez que cette croyance-là, je me battrai contre elle
toute ma vie. Je trouve ça... J'ai pas de mot gentil qui me vient. Donc, je ne suis juste pas d'accord avec cette croyance-là. L'unicité même des gens fait que lorsqu'ils décident de vouloir l'incarner, ils peuvent chaque jour avancer vers cet écrivain qu'ils sont, cette écrivaine qu'ils sont, parce que ils ont une histoire unique à raconter. Je répète ce message peut-être à tous les épisodes, mais comprenez bien que c'est vraiment une croyance contre laquelle il faut se battre. Il faut être connu pour être écrivain. Mais laissez ça au relou de la sémantique. Voilà. Laissez-leur la sémantique et décidez plutôt de chaque jour faire un petit pas vers la personne que vous avez envie d'incarner. Voilà. Si c'est un écrivain, eh bien, avancez dans cette direction. Vous avez la légitimité de vous appeler comme vous voulez. Bon, voilà. Je laisse les étiquettes sémantiques à ceux qui trouvent qu'avoir des étiquettes sémantiques, c'est intéressant et que c'est comme ça qu'ils sont construits. Et je les invite peut-être aussi à aller se challenger pour tenter peut-être de voir ce qui peut se cacher derrière ça et ce que ça peut apprendre d'intéressant sur leur mode de fonctionnement. Parce que je pense que c'est pas fondamentalement négatif, il y a sûrement beaucoup de choses positives à tirer de tout ça, et peut-être de beaux enseignements. Voilà. Donc la leçon de ces 16 premières minutes, c'est que des commentaires négatifs, vous en recevrez probablement. Apprenez à les contextualiser pour les accueillir. Apprenez à déceler s'ils sont conditionnels ou inconditionnels. Apprenez à travailler sur ce qui peuvent toucher en vous, pour quelles raisons. Et surtout, ne doutez jamais, mais jamais, de votre capacité à devenir écrivain ou écrivaine. Voilà. Mettez-y les définitions que vous voulez, celles qui ont du sens pour vous, celles avec lesquelles vous êtes confortable pour avancer quotidiennement vers ce rêve que vous avez. Voilà. Et ça, je me battrai avec ça, vraiment tout le temps. Alors, j'ai autre chose à vous partager. J'ai eu la chance d'accueillir en podcast, donc épisode 60, qui est l'épisode après celui-là en fait, qui sortira la semaine prochaine. D'accueillir Chloé, qui a écrit un super bouquin. Je vous laisserai découvrir l'épisode. C'est vraiment une... Comme tous les gens qui sont invités ici en fait. Hein. Je suis toujours impressionné par le parcours de vie des gens, par leur rapport à l'écriture, bref, partout. Bref, cet échange avec Chloé était extrêmement intéressant. Et j'ai presque fini son bouquin. Et il y a une phrase à la fin que je vais citer et on va échanger sur ça. J'avais un petit cil dans la bouche. La phrase en question: je ne pensais pas que la créativité, l'action de faire avec leurs mains, leur permettrait de regagner l'estime et la confiance perdues dont elles ont pourtant farouchement besoin pour avancer. Bon, modulo le petit bâillement qui m'a interrompu. Vous voyez, c'est le pull cocooning canapé tant mauvais. Ça fait bâiller. Modulo ce petit bâillement. Cette phrase, elle est absolument passionnante parce qu'elle met le doigt sur quelque chose aussi qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'impact de la créativité sur notre vie. Je dis toujours que Ose écrire est évidemment un accompagnement qui vise à aller chercher la fin de son premier manuscrit, mais c'est accompagné d'une transformation personnelle. Et je dis toujours aux gens, je sais qu'elle arrivera, mais je sais pas laquelle ce sera. Et ça, c'est du lâcher prise. Je suis aligné avec moi-même et je vais vers le rêve que j'ai envie d'avoir. Évidemment que ce chemin va me transformer. Évidemment que je vais apprendre beaucoup. Et évidemment, quand je me retournerai, je me dis putain, c'est dingue, tout le chemin que j'ai fait. Putain, mais c'est impressionnant, franchement. Et ça,
ce truc-là, la créativité, en est vraiment... Pardon? La créativité en est vraiment un fort vecteur. C'est des vecteurs d'incarnation de soi, d'incarnation de son inconscient, de libération de plein de choses, de plein de mots, de plein de croyances, de plein de valeurs, qui font finalement, qui font qu'on ancre encore plus dans la réalité la version de nous qu'on a profondément envie d'être. C'est pour ça que par exemple, je suis extrêmement touché par les gens qui viennent me voir et qui disent j'ai envie d'écrire un livre sur ma vie. Oui, j'aime entendre ça. J'aime entendre ça avec la volonté de j'ai vraiment envie de le faire. Il n'y a plus de il faut, je dois. Non, j'ai vraiment envie de le faire. J'ai envie de raconter ma vie pour que peut-être certains en apprennent aussi plus sur eux. J'adore cette posture parce que elle touche du doigt l'unicité dont je parlais avant. Vous êtes la personne la mieux placée pour raconter votre histoire. Personne d'autre le fera si jamais vous le faites pas. Vous commencez à me connaître, je répète ça tout le temps. C'est fou à quel point je suis fatigué. Je baille. Alors est-ce que peut-être... Est-ce qu'il faut que je me redresse un petit peu? Je suis un petit peu affalé quand même. Mais bon. Voilà. Bon, à part ces messages sur l'unicité qui sont quand même absolument primordiales, j'ai noté d'autres choses. Et principalement, dans un autre contexte, on parlait de faire, à mon sens, il y a deux niveaux de prise de décision de changement. Il y a les changements par réaction, euh, qui peuvent être très douloureux. C'est par exemple une rupture, et là, on n'a pas d'autre choix que de changer par réaction. Parce que on change plein de choses. Il y a une partie de nous qui se sépare, donc on a ce vide. Si on habitait ensemble, pardon encore une fois, si on habitait ensemble, on n'habite plus ensemble. Enfin bref, vous voyez, là c'est un changement par réaction. Et après, tu as les changements par anticipation. Donc ceux où on commence à, en s'écoutant, on commence à pressentir quelque chose. Et là, on décide que c'est le moment d'agir. Vous voyez, toutes les phrases que je partage pour que des croyances, par exemple celles dont je parlais au début de l'épisode, puissent changer, toutes ces phrases que je partage, tous ces messages que je partage, visent à faire changer les gens par anticipation. Voilà. Parce que c'est les changements les plus smooth, c'est les changements qu'on décide profondément d'accueillir, qu'on décide d'embrasser, et donc on est d'autant plus motivé à y aller. C'est pour ça que je répète aussi toujours les mêmes messages, parce que certains résonneront avec certaines et certains à des moments et d'autres à d'autres. Donc, visons le changement par anticipation. Maintenant que j'ai dit ça, c'est pas forcément évident, mais je pense que une des clés pour détecter et aller se connecter à ce changement par anticipation, c'est de s'écouter comme je disais. Et donc si je reprends le tête, cœur, corps, c'est aussi... Pardon. Si je reprends le tête, cœur, corps, c'est aussi de sortir du mental. Et donc vous voyez, de sentir son corps. De sentir, ok, j'ai un petit mal-être, d'où il vient. Sans forcément essayer de le comprendre après, mais de savoir, ok, c'est plutôt là, je sens que j'ai un truc un peu lourd sur le cœur. Bah là, j'ai une gêne au niveau du genou. Voilà. C'est de sentir son cœur, sentir son corps. Parce que tout ça sont des micro-signaux qui permettent d'identifier qu'on est dans des moments parfois où il y a des choses qui doivent changer. Une autre manière de faire, c'est aussi de regarder ce qu'on ne fait plus au quotidien. Par exemple, je sais que
des moments où je vais devenir un peu aigri, un peu en colère, plus que d'habitude. Vous voyez, si je refais l'exercice, donc là, je me pose, hop, je sors du mental et je me demande, ok, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'apparaît dans mon cœur, dans mon corps. Et là, je sens, voilà, par exemple, parfois ça m'arrive, un petit côté aigri, un petit côté en colère, une espèce de lourdeur un peu sur les épaules, tu vois. Ok, bon, bah je l'accueille. Et là, je me demande souvent, ok, qu'est-ce que j'ai arrêté de faire que je faisais avant? Et dans ces moments-là, souvent, il y a deux choses. Il y a le sport. Ça m'arrive quand je suis en vacances, pas forcément chez moi, où voilà, la vie est la vie, on profite. Bon, moins de sport, donc plus de frustration. Et là, je tilte, je fais, ah bah oui, mais en fait, ça fait une semaine que j'ai pas fait de sport. Donc c'est normal. J'ai une habitude forte et importante pour moi qui vient de changer. C'est normal que je sois un petit peu, voilà, aigri, colère. Bon bah là, hop, ni une ni deux, tu mets tes chaussures, tu vas courir une demi-heure si t'as pas beaucoup de temps, même 15 minutes. Libéré. Et là, tu peux réécouter ton corps et tu sens, t'as plus, voilà, le bonheur de quelqu'un qui vient de courir, tu vois. T'as plus ses épaules, cette colère ou cette aigreur. C'est fou à quel point j'ai baillé. Vous me direz combien de fois j'ai baillé dans cet épisode. Mais putain, vous voyez, on se laisse pas abattre, hein. Et l'autre chose, parfois, au-delà du sport, c'est la lecture. Quand ça fait longtemps que j'ai pas lu, je me sens moins posé. Ça rejoint les problématiques du lâcher-prise. J'ai besoin de temps où mon cerveau ralentit un peu. Et ça passe beaucoup par la contemplation. Ça peut être de la contemplation de la nature. Mais pour moi, la lecture a cet aspect contemplatif. C'est quelque chose, voilà, tu lis mot après mot, tu prends ton temps, tu tournes des pages. Il y a quelque chose de très agréable. Voilà. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que pour cet épisode, après cette semaine extrêmement intense, à la durée parfaite, à la durée parfaite. Et je conclurai avec ce que j'ai pu dire au début, c'est que ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes personne pour écrire un livre. Vous avez cette légitimité. En tout cas, moi je crois en vous. Et donc, je vous invite à faire une seule chose. Osez écrire. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne matinée, une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Des bisous les copines, des bisous les copains.